Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir ce samedi 14 octobre Bakary Domingo Mané. Il est journaliste, analyste politique à Sud Quotidien. Il est également enseignant puisqu'il enseigne de la science de la communication politique. Bakary, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Nous sommes également avec Pape Sané. Il est lui journaliste, directeur de la rédaction de Dakar Times. Pape Sané, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va essayer d'analyser l'actualité de la semaine, une actualité qui reste encore très politique et marquée par deux déclarations du président Macky Sall. D'abord sur l'affaire Yafou Selim, le président Macky Sall qui reconnaît que c'est l'État turc qui a demandé la fermeture de ces écoles. Pour beaucoup, c'est un aveu de la part du chef de l'État, Macky Sall, qui revient également sur le débat autour d'une éventualité de se représenter en 2024 et il le dit très clairement. Pour lui, c'est un débat entre intellectuels qui ne l'intéresse pas puisqu'il avait promis de respecter, de ne faire que 2 mandats. Il va rester dans cette logique. Nous allons donc analyser ces questions, mais également, si le temps le permet, parler de l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Ses avocats ont décidé d'internationaliser le combat. Les femmes khalifistes de Dakar également sont dans le combat avec leur stratégie de communication. Nous allons donc commencer par l'affaire du mandat du président Macky Sall. Pape Sané, si vous le permettez, la sortie de Macky Sall qui fait pratiquement la une de toute la presse de ce samedi sur la question du mandat. Ce que dit le chef de l'État vous rassure-t-elle? Non, pas du tout. Pourquoi? Il n'y a absolument rien de nouveau sous les cieux, comme on pourrait le dire. Si on se réfère déjà aux propos de son prédécesseur qui déjà en 2007, alors que lui, Macky Sall, était Premier ministre, Maître Abdoulaye Wade, président à l'époque, avait tenu le même propos, avait dit au micro de la RFI que les mandats étaient verrouillés à 2 ans, que plus personne ne peut faire plus de 2 ans. Il l'avait dit et on s'est rendu compte qu'en 2012, il est revenu sur sa parole. En fait, le problème, moi, je trouve qu'il est très simple. Ce n'est pas le fait pour le président de dire que lui, il est dans une logique de faire 2 mandats. Ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'il s'arrange avec sa majorité pour qu'il puisse voter les dispositions transitoires qui seront incluses dans la charte fondamentale du Sénégal pour que ce débat s'estompe. Autrement, ce débat va continuer. On reviendra d'ailleurs sur ces dispositions transitoires, mais restons avec la déclaration du chef de l'État, Bakary Domingo Mané, quand il dit que c'est un débat d'intellectuels. Il dit pratiquement qu'ils nous font perdre notre temps. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Écoutons, c'est encore les propos d'un homme politique. Et vous savez, les hommes politiques n'ont pas un discours souvent clair et c'est fait à dessein. Ils font toujours dans la nuance. Mais cette fois-ci, on peut être amené à dire qu'il est catégorique en disant que le 3e mandat n'est pas dans sa logique. Il n'est pas dans une logique vraiment d'un 3e mandat. Mais si on se fie à ces propos-là et qu'on ne fait pas le lien avec ce qui s'est passé, le lien avec ce qui s'est passé m'amène à s'interroger autour de la quintessence de la parole présidentielle. Qu'est-ce qu'elle vaut dans ce pays? Et Sané a donné l'exemple de Wade qui disait qu'il avait verrouillé les mandats à deux. Et curieusement, c'est ce même président, n'est-ce pas, qui a suscité le débat autour de l'article 27 en amenant, n'est-ce pas, des juristes étrangers. Et tout le monde se souvient bien de ce débat, combien de fois les Sénégalais ont été emballés par ce débat-là. Et le président de la République, on se souvient aussi, concernant, disons, les quinquennats et les septennats, la durée de son quand mandat, il disait que moi, c'est 5 ans, pas plus, tout le temps, il revenait avec la même insistance. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé à l'arrivée? Et qu'est-ce qu'on a vu à l'arrivée? C'est les 7 ans. Donc finalement, est-ce qu'on a le droit de s'y fier sur la parole présidentielle? Voilà, moi, c'est la question que je me pose. Mais au-delà de ces questionnements-là, je pense que ce qui est en jeu, quand le président de la République botte en touche en disant que ce n'est pas dans sa logique, disons, de se présenter à un 3e mandat, on peut amener à dire que, en ce moment-là, ce débat n'arrange pas le camp présidentiel. Parce que comment peut-on parler d'un 3e mandat alors qu'on n'est même pas encore sûr d'un 2e mandat?
Et je pense que de mon point de vue, c'est juste une question de temps. Si on soulève le débat maintenant, ça n'arrange pas le camp du pouvoir, parce qu'en termes de gains politiques, évidemment, agiter, disons, l'idée d'un troisième mandat, quelque part, ça va arranger le camp. Vous dites que parler de ce débat-là n'arrange pas le pouvoir, mais il y en a qui pensent d'ailleurs que c'est le pouvoir qui a lancé ce ballon de sonde-là, une façon de dire que le deuxième mandat de 2019, il est acquis. Parlons maintenant de celui de 2024. Oui, ça dit on peut avoir cette lecture. Bien sûr, on peut avoir cette lecture-là, histoire de préparer les esprits, comme quoi tout est bien en place pour que Macky prenne, n'est-ce pas, un second mandat. Mais il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que si c'est une stratégie politique, aujourd'hui, la stratégie, il y a des failles, n'est-ce pas, dans ces stratégies politiques. Parce que le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que si on agite le débat maintenant, mais écoute, l'opposition va se saisir, n'est-ce pas, de ces débats-là. Pour dire si vous l'élisez en 2019, il fera un troisième. Il va faire un troisième mandat. Et ensuite, on revient encore sur le fameux Wahoret, que voilà un président qui dit et qui se dédie en même temps. On reviendra sur le Wahoret et la crédibilité même de la parole présidentielle, vous l'avez dit. Mais restons un peu dans le contexte dans lequel ce débat a été agité. Je rappelle que c'est le professeur Babacar Gueye, invité d'une émission sur la RFM, qui agite cette question-là. Beaucoup se demandent pourquoi, en ce moment précis, pourquoi on ne l'avait pas fait avant. Bon, il est un peu difficile quand même de se mettre à la place d'un intellectuel, parce que je ne saurais répondre avec exactitude à cette question. Mais bon, je me suis dit que le professeur Babacar Gueye, à un moment, a senti la nécessité, effectivement, c'était vraiment le bon moment. Je ne sais pas s'il arrange le pouvoir ou s'il ne l'arrange pas, mais c'était le bon moment pour que les Sénégalais prennent en compte cette question et qu'on règle cette question définitivement. Parce qu'autrement, on risque, comme l'a dit tout à l'heure Bakary, on risque, avec un deuxième mandat du président actuel, on risque d'avoir le même 2011-2012. On risque d'avoir ce même débat. Donc, je crois que le professeur Babacar Gueye a bien fait de poser le débat dès à présent. Maintenant, il l'a fait à dessein ou il l'a fait poussé par certains groupes de pression. Bon, ça, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce débat avait sa raison d'être. Ce débat avait sa raison d'être dans la mesure où, moi, je me rappelle, il y a quelques mois, il y a un éminent professeur qui m'avait approché pour me dire, mais attendez, est-ce que vous, au niveau de la presse, vous vous inquiétez pas par rapport aux dispositions transitoires qui devaient accompagner les modifications qu'il y avait eu lors du référendum? Parce que jusqu'à présent, cela n'a pas été fait et que ça a été l'une des raisons principales qui font que, jusqu'à présent, l'ensemble de cette constitution qui a été modifiée lors du référendum n'a pas été promulguée. D'accord. Alors, en 2016, il y a eu le référendum, il l'a dit, il y avait une campagne électorale, on l'oublie, il y avait beaucoup de débats qui ont été posés autour de cette question-là. Pourquoi à l'époque, on n'avait pas justement attiré l'attention des Sénégalais sur le problème qui est posé actuellement, en 2017? Oui, je pense que, comme l'a dit Sané, les juristes, bon, ils ont leur temps. Certainement, peut-être qu'ils en ont parlé et que la presse n'a pas fait attention à cela. Mais moi, je pense que, de mon point de vue, c'est le moment ou jamais, n'est-ce pas, de poser ce problème-là. Moi, je dis vraiment félicitations au professeur Gueye. Parce que ce débat-là, que le gouvernement ou bien le camp présidentiel veut balayer d'un revers de la main, parce que, comme je l'ai dit, le contexte ne s'y prête pas, même si dans la stratégie, on veut ancrer dans la tête des Sénégalais, comme quoi Macky va passer, n'est-ce pas, en 2019. Évidemment, sur ce plan-là, on procède à la manipulation de l'opinion, mais comme je l'ai dit, dans ces stratégies, le revers de la médaille, c'est que, quelque part, que le débat soit posé maintenant, ça n'arrange pas du tout le camp présidentiel, une fois de plus. Et ces débats-là, ça, je vous le dis aujourd'hui, si Macky Sall venait à passer en 2019, ce débat va revenir. Autant le vider maintenant. Mais le fait de le vider, de le poser sur la table, j'ai dit une fois de plus, tous les analystes sont d'accord, même si on met l'accent sur la manipulation, ces stratégies qui voudraient voilà, pousser les Sénégalais à accepter que c'est plié, n'est-ce pas, en 2019 pour Macky Sall. Mais pour moi, de mon point de vue, ce débat doit être posé, même s'il n'arrange pas, ça n'arrange pas le camp présidentiel, parce que 2012 était
là. Donc on a vu comment le débat sur le troisième mandat de Abdoulaye Wade a pesé sur on a perdu plusieurs mois au cours de ce débat a pesé sur la victoire finale, n'est-ce pas, de Macky Sall. Donc qu'on pose le problème maintenant, le débat maintenant, quelque part, comme je l'ai dit, ça n'arrange pas le camp au pouvoir, mais ça arrange, n'est-ce pas, l'opinion. Il faut que l'opinion soit édifiée. Voilà. Mais que vaut la parole encore présidentielle? On reviendra tout de suite sur ça. Alors, avant de parler de la parole présidentielle, parlons de nos juristes. Hein. Il dit qu'ils ont leur temps, mais beaucoup ne comprennent pas la réaction de certains juristes sénégalais. Ils contribuent souvent à écrire le même texte. Ils enseignent ces textes-là à la faculté de droit de l'Université de Dakar, mais chacun d'entre eux a sa façon d'interpréter le même texte. On a entendu Babacar Gueye donner une position, notre professeur de droit le soutient, en même temps le ministre de la Justice, lui-même professeur de droit, dit autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui avec nos constitutionnalistes? Oui, mais Moustapha, ce débat il est récurrent. Vous vous rappelez déjà lors du référendum sur les différents points qui avaient poussé le président à aller au référendum. Vous avez suivi le débat qu'il y avait eu entre les constitutionnalistes. Oui. Et Babacar Gueye, le professeur Babacar Gueye, a fait partie de ces constitutionnalistes qui avaient battu en brèche ce lapsus entre guillemets qu'il y avait entre décision et avis. Oui. Vous vous rappelez? Donc il fait partie de ce lot de professeurs qui avaient battu en brèche, ces 25 professeurs qui avaient battu en brèche ce lapsus qui était fait à dessein. Donc et à l'époque, on avait même soulevé, c'est peut-être politique, c'est de la politique politicienne, mais on avait même soulevé l'idée que chaque président, en venant, avait son juriste tailleur, qui lui taillait sa constitution, qui lui taillait ses textes en fonction de ses désirs. Donc moi je dis que qu'ils n'aient pas posé ce débat auparavant, c'est vrai, on peut se poser la question, mais qu'il l'ait posé mérite quand même réflexion. Qu'il l'ait posé mérite réflexion et mérite d'être suivi, comme l'a dit Bakary. Il faut quand même que les gens s'intéressent sérieusement à ce débat. Qu'on nous dise vraiment, voilà, c'est ça qu'il faudra faire pour que ce débat, on n'en parle plus au Sénégal. On ne peut pas se suffire à dire que... Mais c'est justement cela le problème et c'est l'objet de ma question. Comment se fait-il que ce débat soit récurrent? On en a parlé sous Wade entre 2011 et 2012, jusqu'à quelques semaines de la présidentielle, le débat n'était pas tranché. En 2016, au mois de voter ce référendum-là, vous l'avez dit, il y avait un débat autour de décision ou avis. Aujourd'hui, le même débat se repose et c'est les mêmes juristes qui posent les mêmes problèmes et qui ne s'entendent jamais. Oui, mais est-ce que les véritables conditions, c'est-à-dire les véritables tendances qui ont été dégagées par ces juristes avaient été prises en compte? C'est ça le véritable problème. C'est soit les tendances d'une minorité de juristes qui ont entraîné ce référendum, qui ont entraîné ce débat qui est posé actuellement. Si on avait posé le débat sur la table et que l'ensemble des professeurs qui sont émérites, il faut le reconnaître, discutent sur ce fait, je crois qu'on aurait trouvé un problème depuis très longtemps. Oui, moi je pense que répondre à cette question-là, évidemment, on peut le faire à deux niveaux. Pour dire que la science ou les sciences juridiques ne sont pas des sciences exactes. Hein, voilà, donc la difficulté... Ce n'est pas 2 plus 2 égale 2. Voilà, donc c'est pas 2 plus 2 égale 2. Et deuxièmement, ce sont des écoles qui s'affrontent. Chaque école, chaque juriste a son école. Voilà, donc ce sont des idées qui s'affrontent. Et ce qui fait le charme, n'est-ce pas, du droit, c'est que c'est comme si les hommes qui font le droit laissent à dessein, n'est-ce pas, des blancs. C'est ça qui étonne les profanes. C'est ça, dans les blancs du discours, chacun s'incruste et apporte, disons, sa touche en fonction de l'école, disons, à laquelle il appartient. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut même pas rêver, et je pense que ce qui arrive au Sénégal, ce qui est arrivé au Sénégal et qui arrivera, est déjà arrivé dans sous d'autres cieux, parce que c'est le droit qui est comme ça, il est élastique, ça ne traduit pas à 100% la réalité. Vous avez finalement raison de dire qu'il y a des juristes tailleurs dans ce pays, ils vous font ce que vous voulez. Oui, bien sûr, ils vont le faire, mais quelle que soit, disons, leur ingéniosité,
de ces gens-là, il y aura toujours un blanc qu'ils vont laisser. Et c'est dans ce blanc que les autres vont s'engouffrer. Alors, je reste avec vous, Bakary Domingo Mané. Maintenant que la question est posée, le professeur Babacar Gueye l'a dit, il faudra des dispositions transitoires pour régler ce problème-là. Pour vous, c'est ce qu'il faut faire, ou bien vous dites qu'il faut accorder du crédit à la parole présidentielle. Il a dit qu'il ne fera pas, qu'il ne se présentera pas en 2024, on peut le croire, c'est terminé. Oui, mais sauf que le président peut évoluer dans sa position. S'il dit pour le moment, je ne suis pas dans la logique, n'est-ce pas, dans ton troisième mandat. Mais si on arrive en 2019 et qu'il gagne, qui disent que maintenant je suis dans la perspective. C'est les juristes qui m'obligent vraiment à trancher cette question. On fait quoi? Avant, il avait dit je vais faire un mandat de 5 ans. Il le répète, un beau juriste se lève, je voulais faire 5 ans, mais on m'a obligé à faire 7 ans. Il peut dire également, je voulais faire 2 mandats, mais on m'oblige à faire. Très bien, on peut se trouver dans le même cas de figure. C'est pourquoi moi je m'interroge autour de la parole présidentielle. Voilà, donc cette parole, qu'est-ce qu'elle vaut réellement face à la réalité politique? Parce que nous sommes en face de ce qu'on appelle la réelle politique. Voilà, où justement les hommes politiques essaient de conformer leur discours à la réalité du moment. Voilà. Mais quelle sera la réalité après 2019? Ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que le président qui semble donner un discours tranchant en disant oui, je ne suis pas dans la logique de... Mais cette position peut bel et bien évoluer une fois que les Sénégalais lui accordent en 2019, n'est-ce pas, leur confiance. Donc, pour le moment, on ne peut pas présager de son comportement avant 2019. Ce qui les intéresse pour le moment, le camp du pouvoir, Macky et son camp, ce qui les intéresse d'abord, c'est de passer le cap en 2019. Évidemment, la manipulation a commencé. Si réellement ce que vous dites est vrai et que c'est eux qui ont suscité ces débats-là, évidemment, ils veulent amener les Sénégalais déjà à ancrer dans leur tête que le deuxième mandat, c'est déjà plié. Parlons du troisième. Alors, comment ne pas douter de la parole présidentielle quand on sait que Macky Sall lui-même avait dit que son mandat, il va faire un mandat de 5 ans, finalement il en fait 7. Il avait dit en décembre 2016 qu'il n'allait jamais prendre un décret pour nommer son frère Aliou Sall à un quelconque poste que ce soit. Finalement, il l'a fait, moins de 10 mois après. On se dit, comme le dit Bakary, comment ne pas douter de la parole présidentielle? Oui, mais vous savez, Moustapha, le discours politicien au Sénégal est très évolutif. Hein. Il est très évolutif et très relatif. Mais je voulais quand même rebondir un peu sur ce qu'a dit en dernier Bakary. C'est-à-dire, dans des pays africains qui ont à peu près ou sensiblement le même niveau de démocratie que nous, mais ce problème de mandat est réglé depuis. On n'en parle même pas. Hein. Et pourtant, c'est des juristes sénégalais qui ont été pour régler ce problème-là. Ah ben, ils s'en félicitent. Hein. Oui. Ils s'en félicitent quand vous les entendez sur les plateaux. Ils s'en félicitent que c'est eux qui ont réglé tel problème au Bénin ou tel problème dans tel pays et tout. Bon, c'était juste pour amener une précision par rapport à ce que Bakary disait. Mais bon, la valeur d'une parole présidentielle maintenant. Je dis que depuis le fameux Wakhed d'Abdoulaye Wade, on est amené maintenant à se poser des questions de crédibilité chaque fois que le président parle. C'est grave quand même. C'est grave dans un pays quand même. Dans un pays où le président incarne carrément le pouvoir et la clé de voûte de toutes les institutions, quand on en arrive au point où tous ces propos sont disséqués ou sont pris avec des pincettes, ça pose un sérieux problème de crédibilité de l'institution présidentielle. Maintenant, c'est vrai, avec ces deux fameux Wakhed, la réduction du mandat sur laquelle il s'était engagé, urbi et orbi, plusieurs fois, à maintes reprises. Il a chanté, il a crié sur tous les perrons de l'Élysée, de la Maison-Blanche, partout. Il a dit que ce soit la nomination de son frère ou le nombre de ministres qu'il devait nommer et tout ça. Bon, tout ça, ça a été des couleuvres que les Sénégalais ont avalées. Les Sénégalais l'ont avalé. Maintenant, je ne sais pas, on vit dans un pays où les gens ont tellement la mémoire courte. Je ne sais pas s'ils l'ont avalé et ont oublié, ou s'ils l'ont avalé et qu'ils attendent en retour
le moment de dire que voilà, à tel moment, vous nous avez dit ça, vous ne l'avez pas respecté. Et aujourd'hui, on est en mesure de vous faire savoir que vous n'avez pas respecté votre parole. Nous, on n'est pas obligé de vous suivre. La parole présidentielle, on reste avec elle. Je rappelle à ceux qui nous suivent, notamment à travers Walf FM, que c'est l'émission Actu en 7 et que nous recevons Pape Sané de Dakar Times et Bakary Domingo Mané de Sud Quotidien. Alors, il y a une autre déclaration du chef de l'État qui parle enfin de l'affaire Yafou Selim. Ça dure depuis plusieurs mois. Le ministre de la Communication en a plusieurs fois parlé. Le ministre de l'Intérieur également. Jamais ils n'ont accepté ce que beaucoup de Sénégalais disaient quand même, que c'est Erdogan, l'État turc incarné par Erdogan, qui a demandé la fermeture de ces écoles. Finalement, c'est Macky Sall lui-même qui le fait. Comment expliquer cet aveu, enfin ce que d'aucuns qualifiaient d'aveu? Écoute, je pense que tout dépend des situations et je pense que en présent de cette situation, le président était amené vraiment à dire vraiment ce qui se passe réellement. Parce que l'affaire avait pris une telle ampleur que quelque part, une partie de l'opinion vraiment s'était soulevée contre les autorités en place. Et ça pose la question du quoi? Ça pose la question aujourd'hui de nos rapports diplomatiques avec ces pays turcs. Aujourd'hui, je pense que dans tout pays au monde, chaque État voit ce qui l'arrange et ce qui ne l'arrange pas. Et vous savez, les choix, choisir, c'est en même temps ne pas choisir. Voilà, donc le choix est arbitraire. Et dans ce cas précis, l'État du Sénégal a choisi de cheminer ensemble avec Erdogan sur ce dossier-là. Parce que simplement, il a pesé le pour et le contre et s'est rendu compte qu'en réalité, vaut mieux faire chemin avec Erdogan que plutôt aller à l'encontre vraiment de ses vœux. Parce que, pourquoi je dis peser le pour et le contre? Parce que dans cette affaire, c'est des calculs, c'est plus ou moins des calculs d'épicier. Parce que le Sénégal va voir, ou Macky Sall va voir ce qu'il gagne dans cette coopération et ce qu'il perd s'il venait vraiment à s'en détourner, à se détourner de la parole d'Erdogan. Moi, sur ce plan-là, je n'ai pas d'état d'âme, parce que tous les choix présidentiels, voilà, d'un président de la République ou d'un individu à un moment donné, on pèse le pour et le contre. Je pense que dans cette affaire, c'est le Sénégal, on a voulu mettre les intérêts du Sénégal au-dessus de tout. C'est vrai qu'en même temps, on est en train de, disons, de piétiner les intérêts, n'est-ce pas, des élèves et des parents d'élèves. Mais par rapport au nombre, c'est-à-dire que par rapport au Sénégal, je pense que quelque part, le Sénégal est plus grand que ça. Le Sénégal est plus grand que cela. On peut être amené à le regretter, mais bon, voilà, moi sur ce dossier-là. Quelqu'un du ministère de l'Éducation nationale qui résume très bien ce que Bakary est en train de dire. Il dit que nous préférons la Turquie à Yafou Selim. Alors la question qu'on se pose finalement, c'est qu'est-ce que la Turquie a fait pour que le Sénégal agisse de cette façon? Ou bien est-ce qu'on avait les moyens de dire non à Erdogan? A priori, on n'avait pas les moyens. A priori, on n'avait pas les moyens. Oui. Moi, je pense que le débat, en fait, il ne revenait même pas au président de trancher ce débat. Ce débat aurait pu être tranché par le ministre depuis très longtemps. Parce que je crois qu'on est à presque 1 an et demi quand on a agité ce problème-là. Moi, quand on a agité ce problème en Gambie, je me trouvais en Gambie, mais j'ai vu le pouvoir d'antan, le pouvoir de Yahya Jammeh avait réglé ce problème-là vite fait. C'est-à-dire, ils ont pris Marif, à qui ils ont confié la gestion vite fait, quoi. C'est-à-dire, ici, le problème qui se posait, c'est-à-dire l'État a essayé de jouer sur la mentalité. D'abord, des élèves, des parents d'élèves et des administrateurs de Yavuz Selim. L'État a voulu jouer sur la mentalité des gens en montrant que c'est lui qui détenait carrément le pouvoir dans cette affaire-là. Bon, ils ont joué et ils ont perdu. Parce que, je dis encore, ce débat aurait pu être tranché par le ministre dès les premiers jours. Dès les premiers jours, il suffisait de dire... Pourquoi a-t-on voulu montrer que c'est l'État du Sénégal qui décide, c'est le gouvernement du Sénégal qui décide et que finalement, en réalité, on se rend compte que ce n'était pas le cas? Oui, mais ça va, chaque jour, on le voit. Par rapport à beaucoup de décisions, on voit que l'État fait tout dans sa communication pour montrer que c'est lui le maître du jeu. Et qu'au bout du compte, voilà, comme on le dit, comme Bakary l'a dit tout à l'heure, les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent comment ça se passe. Ils auraient pu régler ce problème depuis 1 an, 6 mois. Ils auraient pu régler ce problème en décidant tout bonnement de relever, d'enlever la gestion de Yavuz Selim à la fondation de Gülen et de la confier au ministère de l'Éducation nationale.
peut-être que les gens, le débat, les gens auraient se seraient fâchés pendant un certain moment, mais au bout de quelques temps, les gens auraient compris qu'il va d'abord de l'intérêt du Sénégal, parce que la Turquie aura beaucoup investi au Sénégal, ça il faut le dire. Hein. La Turquie aura beaucoup investi au Sénégal à des conditions et que le Sénégal n'aurait pas pu trouver facilement ailleurs. Hein. Alors la Turquie a beaucoup investi au Sénégal, on parle de l'aéroport, hein, que les Turcs ont assuré les finitions des travaux, on parle du centre Abdou Diouf et bien d'autres choses, mais ce qui étonne aujourd'hui c'est l'implication ou bien l'ingérence de certains États dans ce que je pourrais appeler les affaires internes du Sénégal. On a vu l'affaire Karim Wade, ça a été compliqué à gérer, il y a eu l'intervention de plusieurs marabouts, ça n'a donné rien du tout, finalement c'est le Qatar qui vient et qui règle le problème. Ils prennent Karim Wade, ils s'en vont nuitamment. Aujourd'hui, c'est Erdogan qui demande la fermeture d'écoles où des Sénégalais travaillaient, où des Sénégalais étaient en train de suivre leur cursus scolaire. Est-ce que tout cela nous pose problème? Ou bien vous vous dites que la faiblesse de notre État, enfin, du point de vue financier, du point de vue économique, ne nous permet pas d'avoir certaines prétentions? Oui, je pense que vous posez évidemment la complexité de la géopolitique, hein, que ce soit les plus grands pays au monde, hein, n'est-ce pas, qui sont dans un dispositif géopolitique. Donc, ils peuvent être amenés, n'est-ce pas, à fléchir sur des questions bien précises, parce que simplement, c'est l'environnement, n'est-ce pas, diplomatique qui les y oblige. Si maintenant, en plus, disons, nous avons en face d'un pays qui revendique sa souveraineté, mais qui n'en est pas vraiment véritablement les moyens, ça devient une autre paire de manches. Je pense que dans cette affaire, que ça soit avec la France, avec la Turquie ou d'autres pays, hein, donc voilà, je pense qu'à un moment donné, le Sénégal essaie de voir là où se trouve, n'est-ce pas, son intérêt. Voilà, c'est une question d'intérêt, c'est une question de calcul. Donc on pèse le pour et le contre et à l'arrivée, le chef de l'État tranche. Je pense que sur ce plan-là, n'importe quel État agit comme cela. Comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement ce qui peut ressembler un peu à du recul, ce n'est pas le propre seulement des États faibles, mais même parmi les États forts, il arrive qu'un État fort recule, comme je l'ai dit, parce que simplement la géopolitique, n'est-ce pas, lui oblige. Donc sur ce plan-là, une fois de plus, c'est la complexité même vraiment de nos relations avec les pays avec lesquels nous entretenons, n'est-ce pas, des relations. À un moment donné, ce n'est pas de façon rigide, n'est-ce pas, que les questions, n'est-ce pas, se règlent. Les questions se règlent dans le fléchissement, il faut fléchir à un moment donné, il faut être catégorique, c'est vrai, mais c'est une sorte de, pour moi, de mon point de vue, la diplomatie, c'est, on peut, disons, l'assimiler un peu à un danseur de cordes. Un danseur de cordes, quelqu'un qui danse sur une corde raide, et au-dessous, il y a un abîme. Le moindre faux pas, vous tombez. Donc voilà, c'est un équilibriste. Justement, voilà. Vous posez bien le débat, c'est une question diplomatique. Il faut éviter les faux pas. Erdogan, on le connaît. Est-ce que c'est un homme à qui on peut faire confiance? Quand on voit, par exemple, il a des relations particulièrement difficiles avec les États-Unis, l'Union européenne, parfois avec l'Arabie saoudite. Est-ce que nous aussi, en jouant la carte Erdogan, on ne peut pas perdre autre chose? Oui, on pourrait perdre beaucoup de choses, mais il faut aussi relativiser, Moustapha, parce que Erdogan aussi est en train, en ce moment, de mener une nouvelle politique turque. Absolument. Il est en train de faire de l'expansionnisme turc actuellement et il ne le cache pas. Partout où il pensera que ses moyens financiers pourront l'aider à avoir une hégémonie, il le fera. Et actuellement, la Turquie dispose de leviers de financement qui sont tellement souples et tellement abordables pour des pays comme le nôtre qu'il sera très difficile de le concurrencer sur ce terrain-là. Bon, maintenant, on joue avec la Turquie, on collabore avec la Turquie. Cela nous amène peut-être à perdre beaucoup de choses. Cela nous amène à perdre beaucoup de choses par rapport à d'autres pays qui sont de l'Occident carrément, qui voient d'un mauvais œil, d'un très mauvais œil, l'implantation accentuée de la Turquie en Afrique. Surtout que depuis qu'ils ont installé leur base militaire en Somalie et qu'ils ont signé des accords de partenariat avec beaucoup de pays, dont 2 pays d'Afrique de l'Ouest, pour y implanter des bases. Donc la Turquie est dans une logique d'expansion, expansion militaire, expansion économique. Donc à ce titre-là, soit
nos partenaires d'antan, nos partenaires traditionnels, feront comme on l'avait fait, il avait fait sous Wade, quand Wade avait essayé de diversifier la coopération avec les Indiens, la Chine, en verrouillant et tout ça. Mais maintenant, il revient à nos dirigeants d'assumer l'indépendance du Sénégal, d'assumer la liberté de choix. Absolument. Voilà. Alors, Bakary Domingo Mané, parlons maintenant de l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Cette affaire-là, elle dure depuis 7 mois. Le maire de la capitale du Sénégal est en prison. On a beaucoup parlé de cette affaire. Aujourd'hui, l'impression que cela donne, c'est qu'on est en face d'une affaire gênante, aussi bien pour le pouvoir que pour les partisans de Khalifa Sall. Oui, cette affaire rappelle plus ou moins aussi l'affaire Karim Wade. N'oubliez pas que bon, les avocats de Karim à l'époque avaient introduit des demandes de liberté provisoire, mais les gens sont restés ont campé sur leur position. C'est ce qui arrive encore avec ce dossier, n'est-ce pas, de Khalifa, au point qu'aujourd'hui, ces conseils, pour ne pas dire ces avocats, envisagent vraiment d'internationaliser, n'est-ce pas, ce combat-là. C'est vrai, c'est un problème juridique, parce que, comme je vous l'avais dit, les juristes trouvent toujours dans le texte les moyens de leur vérité. Voilà, toujours dans le texte, les moyens de leur vérité. Et or, les avocats du camp du pouvoir sont très clairs que, à l'état actuel, on ne peut pas accorder une liberté provisoire. Ils disent qu'ils payent la caution, ils sortent. Voilà, ils payent la caution, ils sortent. Donc, voilà, donc, même si on internationalise, n'est-ce pas, le combat, c'est vrai, l'image du Sénégal peut être écornée, mais à quelle fin? À quelle fin? C'est-à-dire que certainement, cette image, même si elle est écornée, peut-être que les conseils de Khalifa voudraient que ces pays-là fassent pression, n'est-ce pas, sur le Sénégal. Et je pense que ce n'est pas ces pressions-là qui feront fléchir les gens qui sont en face. Voilà. Alors, on le sait, hein, le président Macky Sall est toujours très soucieux de son image au niveau à l'étranger. Est-ce que vous pensez que, comme le dit Bakary, que porter plainte au niveau de la CEDEAO, saisir certaines juridictions internationales et même le département d'État américain peuvent l'amener à fléchir dans ses positions? Oui, mais vous savez, hein, c'est une copie pâle de l'affaire Karim Wade. On avait vu la Cour de justice de la CEDEAO à l'époque avait condamné l'État du Sénégal. Ça n'avait pas empêché le pouvoir de faire ce qu'il et la justice de faire ce qu'ils voulaient faire. Ils l'ont fait. Hein. Et ils ont conduit à terme leur instruction, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. Parce que pour vous, on va vers un procès. En fait, moi, je me dis qu'à ce niveau, je ne vois pas d'autre issue qui soit plus honorable pour le pouvoir que d'aller au procès. Je ne vois pas d'autre issue. Hein. Le libérer après tout ce qu'ils ont dit. C'était des voix autorisées. C'était des voix autorisées qui ont eu à parler au moment de son arrestation, au moment de son enquête au niveau de la BAG, au moment de son instruction chez le doyen des juges. C'est des voix autorisées qui ont eu à parler. Il y a même eu le ministre de la Justice qui a eu à parler, qui a eu à évoquer ce dossier lors de la dernière assemblée générale de l'UMS. Donc, là, je dis que pour ne serait-ce que garder la crédibilité de l'État, ils sont obligés d'aller au procès. Alors, le maître Doudou Ndoye le dit, et il n'est pas le seul, il dit que dans l'état actuel du droit sénégalais, juger Khalifa Sall, ce serait une violation de notre constitution. Il dit que son immunité le protège. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, sans s'immiscer dans ce débat de juristes, je donne juste un exemple. Le cas de Barthélémy Dias, c'était là. Donc il y a encore le cas de Barthélémy Ousmane Ngom et consorts. Donc tous avaient vraiment bénéficié de cette immunité parlementaire. Et curieusement, c'est Khalifa qui n'en bénéficie pas. On se pose la question de savoir est-ce que c'est pas deux poids, deux mesures. Mais moi, au-delà de cela, à travers le dossier, n'est-ce pas, Khalifa, on pourrait être amené à penser que le gouvernement est encore en train de lutter, n'est-ce pas, contre les mauvaises pratiques de gestion, comme c'était ce dossier de la traque des biens mal acquis. Mais sauf que je vois que quelque part il y a une sorte de sélection dans la manière, n'est-ce pas, de faire du gouvernement. Il y a des gens qui sont laissés, n'est-ce pas, en cours de route. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qu'on poursuit. Hein, voilà, donc c'est comme s'il y avait des calculs derrière. Moi, en tant que Sénégalais, j'aurais souhaité que
tout le monde soit traité, n'est-ce pas, sur un pied d'égalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont géré l'argent de ces pays puissent vraiment en répondre de leurs actes. On a parlé, n'est-ce pas, du dossier du Code, tout le monde en a parlé. Voilà, donc personne n'a pipé mot. Au contraire, et d'autres... La CREI, depuis qu'elle a terminé avec Karim Wade, on a entendu parler de la CREI. L'OFNAC également, il a fallu cette affaire de l'époux de Cheikh Béthio Thioune pour qu'on se rende compte que l'OFNAC existe encore. Donc, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement montre une réelle volonté qu'ils veulent vraiment changer les habitudes dans ces pays. Parce qu'autrement, on aura raison de croire qu'il y a 2 poids 2 mesures, et ça, c'est pas bon pour le pays. Alors, si on fait une lecture politique de cette affaire Khalifa Ababacar Sall, Pape Sané, est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que si Khalifa Sall est dans autant de difficultés, c'est parce qu'il est lâché d'un peu partout. Il n'a pas le soutien du PS, en tout cas le PS incarné par Ousmane Tanor Dieng. Il espérait pouvoir compter sur le PDS d'Abdoulaye Wade, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le maire de Dakar ne se sent pas esselé? Ah oui. Vous savez, les combats, les hommes politiques, ils ont leur agenda. C'est vrai que Khalifa se trouve en ce moment vraiment très seul. Se trouve en ce moment très seul pour des raisons politiques. J'ai eu à suivre, j'ai eu à lire l'autre jour M. Diaz, père, qui disait dans un journal que Maître Wade avait préféré récupérer ses titres fonciers et sacrifier Khalifa Sall. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais une chose est sûre, c'est pour vous dire jusqu'à quel niveau nos hommes politiques sont prêts à aller. Si c'est le cas, vraiment, je dis que c'est encore une façon de nous montrer que nous ne devons même pas compter sur eux. Mais est-ce que ce n'est pas trop demander à Abdoulaye Wade quand même que de lui dire qu'il mène le combat pour la liberté de Khalifa Sall? Et en quoi il est concerné par toute cette affaire? Pas trop lui demander. Pas trop lui demander, mais je pense que il aurait pu et il aurait pu, vu son parcours et tout, il aurait pu jouer un rôle dans cette affaire Khalifa Sall, comme il a joué un rôle dans l'affaire de son fils. Il a fait bouger certaines personnalités, il a fait bouger certains milieux financiers, il a fait bouger certains milieux politiques. Il aurait pu, bon, ça c'est mon point de vue, mais ce n'est pas parce que Khalifa n'est pas de son camp qu'il ne devrait pas le faire. Il devrait le faire pour avoir lui-même choisi d'être le chef de l'opposition, parce que ne l'oubliez pas, à ce jour, il est le chef de l'opposition sénégalaise. Est-ce qu'Abdoulaye Wade ne peut pas leur demander, mais ne pas dire aux gars qui lui demandent de mener le combat, de leur demander d'aller voir Ousmane Tanor Dieng? C'est lui le mieux placé pour mener ce combat quand même. C'est-à-dire que moi, je retourne la question sous un autre angle. La posture de Maître Abdoulaye Wade, est-ce qu'elle ne s'explique pas par les choix pendant les législatives, n'est-ce pas, de Manko Taxawu Sénégal, qui à un moment donné a refusé de se mettre derrière lui, et on a vu les conséquences. Moi je dis, politiquement, si j'étais dans le camp, n'est-ce pas, de Khalifa, j'aurais choisi, n'est-ce pas, d'être derrière, n'est-ce pas, Wade. Voilà. Donc, parce que pourquoi? D'abord, c'est un parti, voilà, donc qui est là depuis combien d'années, le PDS, qui a géré. S'ils étaient derrière, il ne serait pas très loin de la majorité à l'Assemblée. Donc, non seulement ils auraient réglé le problème de Dakar, parce que de les forces réunies, et deuxièmement, dans ce combat, n'est-ce pas, concernant, disons, sa libération, Wade aurait pesé de tout son poids. Je suis en train de me demander, est-ce que Khalifa n'a pas fait ce faux pas? Et d'ailleurs même, si je me limite, pardon, si je me réfère à la déclaration, à ce que Bamba Fall a dit, je pense que c'est le temps de régler. Il a dit qu'on regrettait. C'est vraiment le temps de régler. Mais bon, Moustapha, il faudra préciser que ce n'est pas Ousmane Tanor Dieng qui va s'amuser à tendre. Mais c'est lui le patron du PS et jusqu'à aujourd'hui 15h, Khalifa Sall est encore un militant, un responsable du Parti Socialiste quand même. De quel Parti Socialiste vous parlez? C'est ça le problème. Alors, parlons de stratégie politique, Bakary Domingo Mané. Vous avez dit tout à l'heure que pour vous, le fait de refuser de se mettre derrière Abdoulaye Wade au législatif n'était pas une bonne stratégie. Aujourd'hui,
une stratégie qui a quand même étonné du point de vue de la communication, c'est celle des femmes khalifistes de Dakar. Elles avaient dit qu'elles avaient marché nues. Finalement, elles ont dit non parce qu'elles se sentent assez responsables pour ne pas faire ça. Aujourd'hui, elles vont organiser des séances de prière dans les 19 arrondissements de Dakar pour jeter le mauvais sort au président Macky Sall. Cette stratégie-là, vous, comment est-ce que vous disiez tout cela? Oui, je pense que nous sommes dans la bataille psychologique, déjà. Le fait d'évoquer, de lancer comme cela à la face, n'est-ce pas, de l'opinion comme quoi on va marcher, on va manifester nu, quelque part, c'est la bataille psychologique, parce que rien qu'à penser à cette idée-là, ça ne peut pas ne pas avoir un effet sur les personnes qui réceptionnent cette information. Je pense que le but de la communication ici, c'était, disons, de créer l'émotion chez les Sénégalais. Créer l'émotion chez les Sénégalais qui vont dire mais c'est trop que les femmes se mettent nues, voilà, c'est inacceptable. Mais le fait même que les gens en parlent et tout, je pense que c'était ça le but visé. Les dames, moi j'étais sûr qu'elles n'arriveront jamais à ce que mais quand même il fallait le faire. Je donne un exemple d'un homme politique qui avait posé nu, voilà, donc sur son affiche, voilà, et cache juste les parties intimes par un fauteuil. Voilà, avec cette mention sur l'affiche, la prochaine fois j'enlève le fauteuil. Donc il donne rendez-vous, disons à l'opinion. Donc les gens se disaient est-ce qu'il allait franchir le Rubicon ou non, mais il l'a jamais franchi. Mais le but de la communication ici, c'est de susciter l'engouement, l'intérêt, les questions que les gens vont se poser. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Donc je pense que sur ce plan-là, les dames ont réussi leur coup. Même si après elles vont revenir, changer, n'est-ce pas, de fusil d'épaule, ça se comprend déjà. Alors aujourd'hui, quand on voit Khalifa Sall, vous l'avez dit tout à l'heure, il est un peu esselé. Ce qu'on voit avec lui, c'est Bamba Fall, Barthélémy Diaz, et le père de Barthélémy peut-être, et d'autres jeunes que l'on ne connaît pas. Est-ce que en 2017, à 2 ans ou moins de 2 ans de la présidentielle de 2019, on ne peut pas être en droit de se dire que Macky Sall a réussi quand même à neutraliser tout ce qui pouvait être de potentiel challenger pour lui à la prochaine présidentielle. De toute façon, il l'avait déjà dit, il avait dit qu'il allait réduire l'opposition. Là au moins il a tenu parole. Non, il a tenu parole. Il avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Oui. Là, il a réussi. Les potentiels candidats, c'est-à-dire les potentiels candidats, ceux qui devaient au moins le faire bouger. Idrissa Seck, son parti n'existe pratiquement plus. Khalifa Ababacar Sall, on sait ce que ça fait. Karim Wade est hors du Sénégal. Malick va revenir. Est-ce qu'il va revenir? Et s'il revient, est-ce que il aura les qualités de se présenter? Khalifa Sall, son sort n'est pas encore décidé. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Idrissa Seck, son parti est quasiment en lambeaux. Il est absent du Sénégal en permanence. Les quelques leaders politiques qu'il y a ici, il s'agit de Malick Gakou, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, je ne les vois pas faire face au rouleau compresseur de Benno Bokk Yakaar. Je ne les vois pas. Maintenant, il a réussi, et il a tenu parole, il a réussi à museler toute l'opposition. Il a réussi à museler toute l'opposition. Maintenant, aller à une élection présidentielle, lui seul ou bien se faire créer des candidats ou des challengers qui peuvent aller avec lui aux élections, je crois que c'est le seul débat qui se pose maintenant. Oui. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut aller sérieusement aux élections avec lui. Alors en 2012, on avait dit pratiquement la même chose avec Abdoulaye Wade, que Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Amath Dansokho ne pouvaient pas faire le poids face à Wade. Aujourd'hui, on est en 2010, on va en 2019, on dit exactement la même chose avec Macky Sall. Est-ce que le danger pour notre démocratie, Bakary Domingo Mané, ce n'est pas de voir un tiers homme passer par je ne sais où et venir se présenter et battre Macky Sall? Oui, c'est ce que j'ai dit. Comme Macky Sall l'a fait avec Wade. Comme Macky l'a fait en 2012. Les gens diront qu'il n'y a pas de génération spontanée. Mais en 2012, on a vu ce qui s'est passé. Macky est sorti de nulle part. Personne ne l'attendait. Donc le même schéma peut être réédité en 2019. Mais moi, je vais au-delà. C'est-à-dire que qu'un inconnu puisse être propulsé comme cela, c'est possible. Mais il y a aussi une autre hypothèse. Laquelle? Si Macky pense qu'il en a fini avec l'opposition, parmi ceux-là, il y a d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, renaître de leurs cendres.
Vous savez, je ne sais pas ce qui me fait penser que Idi peut rebondir. Je ne sais pas, mais je réfléchis. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la traversée du désert. Mais s'il a une bonne stratégie de communication, il peut rebondir. Or, en rebondissant, mais c'est un adversaire redoutable, n'est-ce pas, face à Macky Sall, parce qu'il en a le charisme. Ça, je le dis, il en a le charisme. Et il connaît l'homme. Il connaît l'homme. Donc, je pense que le camp de Macky a intérêt à détecter, n'est-ce pas, les éventuels dangers. Parce que s'ils pensent qu'ils ont réglé la question comme cela, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que ceux-là, aujourd'hui, qui sont mal en point, peuvent rebondir et c'est à eux de voir voilà, comment envisager tous les cas de figure, ne pas rester dans ce cas de figure en disant oui, non, j'en ai fini avec l'opposition. Encore que même s'il en a fini avec l'opposition, il y a toujours ce que j'ai appelé la génération spontanée. Quelqu'un peut sortir de nulle part et faire face à lui. Et deuxièmement, l'autre éventualité, une fois de plus, pour moi, de mon point de vue, parmi ceux-là qu'il prétend avoir vraiment éteint, neutralisé, quelqu'un puisse rebondir. Voilà. Donc il y a ces deux cas de figure, n'est-ce pas, qu'il faut mettre. Alors justement, en parlant de rebondir, il évoque le cas Idrissa Seck. On a vu récemment le départ de Thierno Bocoum, mais quand on parle avec les gens qui sont proches d'Idrissa Seck, qui ont eu à le rencontrer ces dernières 24 heures, ce qu'ils disent, c'est qu'il reste quand même très serein. Ça ne dérange pas du tout de voir ce qui se passe dans son parti. Est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'il est dans la stratégie lui aussi? Effectivement, parce que moi j'ai eu, d'ailleurs c'est le titre de notre journal d'aujourd'hui, j'ai eu à faire un papier, j'ai discuté avec beaucoup de gens de Rewmi. Mais en fait, je reviens un peu sur ce que vous avez dit, parce qu'en 2012, il y a aussi deux facteurs, il y a des facteurs sur lesquels, qui ont beaucoup contribué à la venue de Macky, à la victoire de Macky Sall. Il y avait déjà l'histoire du troisième mandat, il y avait cette histoire du 23 juin, il y avait toutes ces manifestations. Donc tous ces facteurs avaient contribué à faire émerger quelqu'un comme Macky au moment où Tanor et Niasse se disputaient le leadership de Benno. Donc il y avait ces facteurs-là. Mais comme vous le dites, il pourrait rebondir. Et j'ai même l'impression que dans mes discussions que j'ai eues avec certains gens du parti Rewmi, ils m'ont dit que le départ de Bocoum n'est que l'iceberg, n'est qu'une partie de l'iceberg. Ce qu'on sait, c'est qu'il est très serein. Ça, non, ils m'ont dit que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'ils savent que actuellement le pouvoir est en train de tout faire pour leur prendre les meilleurs. D'ailleurs, quand vous allez un peu en Europe, pratiquement la paire a décimé, a pris pratiquement tous les leaders de Rewmi. Vous allez en Belgique, c'est la même chose. Vous allez au Luxembourg, c'est la même chose. Au Portugal, tous les leaders de Rewmi ont rejoint la paire. Donc, mais ils sont sereins et ils vont travailler dans l'optique d'aller en 2019. Bakary, vous qui vous intéressez très souvent à ces questions-là, stratégie politique, comment est-ce qu'on peut expliquer que les pouvoirs au Sénégal ne comprennent pas que prendre les militants, les responsables d'un parti n'est pas forcément une bonne stratégie? Abdoulaye Wade, c'était le champion dans ce cadre-là. Il avait fait transhumer beaucoup de responsables du PS, il l'a fait avec d'autres partis. En 2012, il a été battu. Même jusqu'à la veille de sa défaite, il y avait des transhumants qui le rejoignaient. Pourquoi les pouvoirs ne comprennent pas que ce n'est pas ça la bonne stratégie? Non, oui, c'est vrai, pas qu'ils ne le comprennent pas, mais peut-être qu'ils sont contraints de rester dans ce schéma du faire croire. Parce que quand je dis là, c'est la stratégie du faire croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces tenants, n'est-ce pas, du pouvoir, pensent qu'en prenant, disons, une figure emblématique d'un parti, évidemment, ils s'adressent à l'opinion. Voilà, on a pris telle figure, donc il n'y a plus rien. En réalité, voilà l'image, n'est-ce pas, qui renvoie. Mais cette image n'a rien à voir avec la réalité. Du coup, ce qu'il faut savoir, et ce que les gens ignorent souvent, ce n'est pas les militants, n'est-ce pas, qui votent, qui font élire, n'est-ce pas, un président de la République. Ce sont des gens qui n'ont pas de parti. Or, en prenant, n'est-ce pas, des figures emblématiques dans un parti, ça ne règle pas la question. Parce que si réellement le leader en question a fait un travail, n'est-ce pas, de fond
C'est-à-dire que, voilà, donc de manière à amener, disons, les militants à s'accrocher à lui, à ses idéaux, quel que soit, disons, le départ d'un responsable emblématique, évidemment, c'est du pareil au même. Mais moi, je pense que du point de vue de la communication, nous sommes dans la stratégie de faire croire que quand je prends une figure emblématique, évidemment, il draine tout un monde, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Donc, c'est pas une stratégie gagnante. Je pense que ce que, disons, les tenants du pouvoir doivent savoir, c'est que c'est au niveau de la résolution des questions des Sénégalais. Encore que ce qu'ils ne doivent pas ignorer. Le bilan ne fait pas gagner un président. Beaucoup disent que si le bilan faisait gagner, non, c'est pas le bilan. C'est pas le bilan. C'est-à-dire qu'en dehors du bilan, il faut un plus. Le plus, c'est le rêve. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas de Macky Sall, il a réalisé un certain nombre de choses. Mais pour les Sénégalais, il est élu pour ça. C'est tout à fait naturel qu'il le fasse. Oui. Mais s'il reste sur ce tempo-là, il risque vraiment de... voilà, comment peut-il faire rêver quand on voit par exemple que pour le moment, ce qu'on voit avec son pouvoir, c'est terminer les chantiers, les Sebab Lawad. L'aéroport sera lancé, les activités vont démarrer le 7 décembre prochain, mais on dira que c'est l'œuvre de Wade. Oui, on le dira, mais les gens n'ignoreront pas, ils ne vont pas ignorer que nous sommes dans la continuité de l'État. Absolument. Mais vous avez raison de souligner ce fait. Le président de la République, candidat, n'est-ce pas, à sa propre succession, doit toujours penser laisser des empreintes sur des choses, disons, qui sont plus ou moins originales. Voilà, donc c'est à ce niveau-là dont je parle. C'est-à-dire qu'il peut aujourd'hui poser un certain nombre d'actes, mais pour les Sénégalais, c'est tout à fait normal, puisqu'il est élu pour ça. Mais il ne doit pas rester sur ce registre, il doit aller au-delà. Et pour moi, aller au-delà, c'est faire rêver encore. Pour leur dire, je suis en train de faire ce que vous me demandez, mais je suis capable d'aller encore plus loin. Avec quoi Macky Sall peut-il nous faire rêver très rapidement, Pape Sané? Ah mais oui, actuellement avec la prise en charge des préoccupations des Sénégalais, je crois que c'est la principale attente, citoyenne, que les gens puissent aller se soigner, que les gens puissent manger à leur faim, que les gens puissent aller à l'école, que la cherté de la vie baisse. Je crois qu'avec ça, au moins, même s'il ne fait pas rêver les gens, mais au moins les gens pourront s'accrocher à un brin d'espoir. Merci à vous, Pape Sané. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Dakar Times et que vous étiez avec Bakary Domingo Mané de Sud Quotidien, les invités de ce numéro d'Actu en 7. Merci vraiment à tous les deux. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Actu en 7. Madame et messieurs, c'est avec le même plaisir qu'on vous l'a présenté. Merci à Moudou Diouf qui était du côté de la partie technique. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Madame et messieurs, merci de la fidélité à Wolf et bien à vous.